Eh bien, bonjour, je suis Solène Duprat, donc j'interviens aujourd'hui pour notre association, la ICVF, l'association des ingénieurs. On n'entend Non, pas bien? le son n'est pas bon pour l'instant. Pardon. Est-ce que c'est mieux? Bof, bof. Et là, ça a l'air. Donc, nous intervenons aujourd'hui pour Attends, il y a des gens qui l'association des ingénieurs et techniciens en chauffage, ventilation et froid. Et je fais partie également du cabinet d'ingénierie Scoping et je suis en binôme avec David. Voilà, donc David Corgier, j'ai l'immense privilège d'être un des co-dirigeants et des co-créateurs de Manation Ingénierie, qui est un petit cabinet d'ingénierie spécialisé en énergétique bâtiment. On est une émanation de l'INES et on existe depuis 15 ans déjà, du côté du Bourget-du-Lac en Savoie. Voilà. Très bien, donc nous vous parlons aujourd'hui du commissionnement et on est ravis de partager avec vous ces expériences que nous avons avec David parce qu'on se rend compte que, le métier aujourd'hui il n'est pas très connu, ni dans les détails particuliers de la mission, ni dans les opportunités et les contraintes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le commissionnement, c'est un peu quelque chose qui est un peu mystique, le nom, commissioning, commissionnement. Et surtout, on a l'impression que c'est quelque chose qui est un petit peu dédié à des initiés, à des techniciens. On ne comprend pas trop ce qu'il y a derrière. Et c'est vrai que le contexte, aujourd'hui, il n'est pas forcément très très clair parce que, d'une part, l'accès à l'information est assez faible. Certes, il y a des certifications, telles que l'OPQIBI, il existe des formations, il existe quelques guides. Mais c'est vrai que tout ça, tout ce contexte-là, il est assez anecdotique. Et au regard de tout ce qui manque à cette profession, puisqu'aujourd'hui, on n'a finalement pas de cadre réglementaire, on n'a pas de guide, ça ne marche pas. Ah. Et là, ça va. Décidément. Est-ce que ça marche? Non. Ça marche? Ça sera mieux? Ouais, super. Pardon. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de cadre réglementaire, pas de cadre normatif. On n'a pas d'observatoire non plus, comme il peut y avoir l'observatoire des bâtiments BBC, l'observatoire des contrats de performance énergétique. Et donc c'est vrai que c'est assez difficile de se projeter lorsqu'un cadre n'est pas constitué et on n'a pas beaucoup de retours d'expérience. Et donc dans la pratique, finalement, les différents acteurs ne savent pas trop ce qui existe derrière la notion de commissionnement. On a du mal à comprendre le cadre. Et puis, ça n'a d'intérêt, enfin pas d'intérêt. L'intérêt aujourd'hui qu'on y voit, c'est surtout sur les projets à fort enjeu où la performance énergétique est demandée, où elle est contractuelle et pour lesquels finalement la démarche de commissionnement elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante, mais elle est nécessaire et elle est une pierre angulaire dans l'accès au contrat de performance énergétique. Et donc, dans ce cadre-là, on se rend compte que le commissionnement, eh bien, finalement, c'est l'apanage des grands projets dans lesquels il y a des certifications environnementales qui imposent souvent d'avoir également du commissionnement. Alors, c'est vrai que finalement, on a des difficultés à comprendre ce qui se passe. Et en plus, cette perception un petit peu floue de la mission, elle est entretenue par le fait qu'il y a une ambivalence de discours au niveau des différents acteurs. Et là, je vous ai remis ici une ambivalence de discours, par exemple, chez les maîtres d'ouvrage, qui d'un côté se disent « Oui, mais la mission de suivi du commissionnement des installations, finalement, c'est une mission qui est totalement due à ma maîtrise d'œuvre. Je ne vois pas pourquoi je devrais payer une prestation supplémentaire pour que mes équipements marchent. » Et puis, il y a les acteurs qui se sont déjà lancés dans des missions de commissionnement et qui se rendent compte que la présence d'un agent qui est là pour assurer la qualité des installations techniques, l'agent de commissionnement, bien finalement, on se rend compte que la performance, elle est au rendez-vous. Donc, on a un petit peu du mal à se positionner par rapport à ça. Et puis, il y a des freins qui ont la vie dure. Le sentiment de complexité, ce qui est un petit peu normal, compte tenu de ce que je vous ai dit juste avant sur l'absence d'informations aisément accessibles sur les missions, sur les formations, sur les qualifs ou des guides. Et donc, par exemple, les maîtres d'ouvrage, ils ont un petit peu du mal à comprendre ce qu'ils achètent derrière cette prestation-là. Et puis, ce dont on se rend compte aujourd'hui, et nous, la difficulté auxquelles on doit faire face, c'est que finalement, il y a aussi un manque de compétences au sein des différents acteurs, que ce soit les maîtres d'ouvrage, pour pouvoir discuter technique, au sein des maîtrises d'œuvre,
nous, pour trouver des compétences fortes et des salariés compétents pour suivre ce genre de mission, et aussi au niveau des exploitants, puisqu'il y a finalement pour eux peu de formation également quant à la mission de commissionnement, la mise au point et l'ensemble de ces prestations. Alors vous me direz que face à ça, le tableau n'est pas très très reluisant, et il sera d'autant moins que effectivement le commissionnement, ça a un coût. Parce que faire intervenir une personne sur toute la durée d'un chantier, voire même, et c'est ce que l'on conseille, dès les phases programmation d'un projet, ça coûte de l'argent. Et évidemment, il a été constaté, d'une part par la fédération des associations comme la nôtre au niveau européen, mais aussi par nos confrères anglo-saxons, que le commissionnement, c'est de 0,2 à 1,5% du prix de la construction. Et dans ce prix-là, dans cette fourchette-là, on retrouve 70 à 80% des honoraires de l'agent de commissionnement. Donc ce n'est pas non plus négligeable, parce qu'en fait, ce qu'on paye derrière, c'est sa présence, son expertise, le fait de devoir récolter plus ou moins d'informations, donc la précision des informations, les données de mesure, les essais, les capteurs, le temps qu'il passe, et puis plus il est là longtemps, plus c'est performant. Donc finalement, c'est aussi tout son temps que l'on passe. Mais ce 0,2 et ces 1% de coût de construction et la présence de cette personne-là, il faut la mettre en perspective avec le coût de la non-qualité. Alors vous me direz, les 4% de coût de construction qui vous ont été mis là, qui sont donnés par l'agence qualité construction, ils ne sont pas que pour la partie technique. Mais d'un autre côté, on voit que l'absence d'un agent de commissionnement, l'absence de référent technique et de référent qualité augmente la part de la sinistralité dans la construction ou dans la rénovation. Et on se rend compte aussi, ce que nous dit l'agence qualité construction, c'est que 80% des sinistres, finalement, ils pourraient être réglés en phase d'exécution. Donc l'intérêt d'avoir une personne qui prend un peu de recul par rapport à cette partie-là technique, par rapport à la mise en œuvre, aux documents, à la passation d'un contrat avec un exploitant, c'est vraiment très important, puisque en grande partie, elle pourrait réduire l'ensemble des sinistralités dans un bâtiment. Alors, vous allez me dire, ok, c'est assez pessimiste là ton discours, ça coûte de l'argent, il y a du temps, on ne comprend rien à ce qu'on va faire. Bien, écoutez, il y a quand même une certaine promesse dans une mission de commissionnement, et cette promesse, c'est ce que je vous disais, c'était garantir une performance, et puis c'est surtout la création de valeur. La création de valeur pour l'ensemble des acteurs d'un projet, et en particulier pour les usagers, ceux dont on ne parle jamais. Et aujourd'hui, le fait d'avoir une mission de commissionnement, le fait d'avoir une mission de qualité technique, ça va permettre d'arrêter la dualité entre est-ce que je choisis quelque chose de qualitatif qui va permettre d'apporter une réelle qualité dans l'usage des gens, ou est-ce que je choisis un produit qui est finalement pas très cher et qui va me permettre de boucler mon budget. Et bien là, l'idée, c'est vraiment d'associer les deux, c'est-à-dire je me permets de trouver du matériel qui fonctionne, je le mets bien en place. Pourquoi ? Parce que j'ai des usagers qui vont vivre dedans et pour qui je me dois de proposer des bâtiments confortables, sains. Pour les installateurs, les constructeurs, les fabricants, les industriels, finalement, eux, le fait qu'il y ait un agent de commissionnement, ça va aussi leur permettre de un petit peu mieux comprendre comment la conception du bâtiment était faite, comment on a imaginé le fonctionnement futur de celui-ci, et d'avoir finalement quelqu'un qui leur parle un petit peu mieux leur langage. Et donc, à terme, en exploitation, on comprendra mieux tous ces réglages qui ont été faits et quelle a été la démarche initiale du bureau d'études s'il est différent de l'agent de commissionnement. Je crois qu'on en reparlera un peu après avec David. Et puis, la présence d'un agent de commissionnement, ça va permettre aux installateurs et aux exploitants d'avoir quelqu'un aussi qui leur fiabilise toutes leurs données, qui va être là pour leur synthétiser l'ensemble des données du bâtiment. Et donc, on vous parle d'une meilleure connaissance de l'écosystème dans lequel leurs équipes vont intervenir. Et puis enfin et surtout, les investisseurs, le fait qu'il y ait un commissionnement sur une installation ou sur un bâtiment, eh bien lui, ça va leur sécuriser leur investissement et les risques, parce que avoir une démarche qualité qui leur dit qu'on a anticipé les dérives, on a sécurisé la performance, ça va leur permettre de se dire qu'ils ont investi dans un bâtiment qui, plus ou moins long terme, eh bien, il va rester relativement stable en qualité et stable en termes de coût de l'énergie. Et ça va aussi leur sécuriser ce que j'ai appelé ici leur liquidité, c'est-à-dire que si
un bâtiment a une exploitation qui est stable, voire qui a des coûts de maintenance qui se réduisent, eh bien finalement, soit leurs usagers, soit surtout leurs futurs locataires, eh bien ils vont être là, ils vont pouvoir payer leurs factures, et pour un investisseur, à long terme, c'est quelque chose qui le rassure. Donc le commissionnement, c'est vraiment une création de valeur pour le triptyque usager, constructeur et investisseur. Et si on va un petit peu plus dans le détail, je rappelle encore que c'est vraiment garantir la performance. Et je rajouterais donc que pour les usagers, c'est une qualité d'usage. Non seulement ça passe par la performance énergétique, mais si on ne consomme pas grand-chose, faut aussi quand même assurer un certain niveau de confort. Des fois, ça ne va pas toujours de pair. Donc, on va essayer de consommer moins. 2, surtout, on va essayer d'apporter un confort pour les gens qui vivent ou travaillent dans les bâtiments. Confort acoustique et lumineux, parce que le commissionnement, il va permettre aussi de suivre ces indicateurs-là, des indicateurs de qualité d'air, avec éventuellement des suivis des indices de taux de CO2 dans l'air. Et aussi, ça va permettre de réduire ou de limiter les charges si toutefois ces usagers payent la facture. Pour les installateurs et les constructeurs, eux, ils vont se permettre, comme je vous le disais, de pouvoir asseoir leurs choix techniques et se dire qu'ils vont faire des choix sur des matériels de meilleure qualité, parce que derrière, in fine, il y a ce fameux usager qu'on oublie tout le temps et pour lesquels il doit vraiment assurer la performance. On va permettre aussi d'anticiper la non-qualité, donc tout à l'heure par rapport aux risques et aux dérives de problèmes de non-qualité dans la construction, et surtout permettre de corriger les dérives. Via cette démarche qualité, on va positionner les installateurs et les exploitants dans une dynamique plutôt active par rapport au pilotage de leur installation, et pas dans une démarche de subir un éventuel défaut qui pourrait arriver. Donc ça, c'est aussi assez intéressant, et c'est intéressant pour les entreprises parce que de cette manière-là, elles vont pouvoir impliquer beaucoup plus leurs salariés. Donc valorisation du travail de l'entreprise et de ses salariés pour avoir un réel, je dirais, impact de leur travail au quotidien. Et c'est, j'espère, ce que l'on cherche quand on travaille au quotidien, de trouver un certain sens. Et enfin, pour les investisseurs, je vous parlais de la satisfaction client, de pouvoir aussi, parce que c'est toujours assez intéressant pour eux, de pouvoir communiquer sur la performance réelle de leur bâtiment, d'être également eux aussi fiers de proposer des bâtiments qui perdurent dans le temps, dont le patrimoine n'est pas obsolescent, et puis leur permettre aussi de répondre à certaines exigences de la taxonomie européenne. Bref, pour synthétiser, avant de passer la parole au retour terrain de David, on a voulu mettre en avant la définition du commissionnement qui nous paraissait être la plus représentative de ce qu'est une mission de commissionnement. Je vous la lis rapidement. C'est un processus global basé sur l'assurance qualité qui permet de travailler avec les équipes projets et de documenter la planification, la livraison, la vérification, la gestion des risques liés aux fonctions exercées dans ou par les installations. Alors ça, c'est la définition de nos collègues américains de la SRAE. Et ce qui était important pour nous, c'était les mots-clés processus global. En fait, c'est quelque chose d'itératif qui passe par une amélioration continue. Il y a aussi le mot-clé des équipes, parce que le commissionnement et l'agent de commissionnement, il ne reste plus que 5 minutes. Bref, quelque chose en équipe et les différentes étapes que sont la planification, la livraison et la gestion des risques. Tout ça qui va vous être développé par David. Donc il me reste 5 minutes, donc je vais aller très très vite. Il n'y a pas de mal. C'est bon. Donc là, je vais vous faire une petite étude de cas. C'est le bâtiment Intensity à Grenoble. En ayant ici ce petit synoptique très très synthétique d'une démarche qualité. Quand on dit qualité, c'est-à-dire que la première chose, c'est la programmation, donc c'est avoir des objectifs. Partir sur un projet sans avoir aucun objectif, vous ne pourrez jamais vérifier qu'il y a la conformité puisque vous n'avez pas de cible. Donc ça, c'est le point important. Donc le commissionnement, ça démarre en programmation et ensuite on déroule un processus qualité pour lequel je vais vous donner des exemples. Pour le projet Intensity, qui s'appelle également XPOL, qui est un petit bâtiment tertiaire de bureau pour Schneider Electric à Grenoble. Il avait des ambitions énergétiques très très hautes, avec 20 kWh/m² sur les postes bâtiments, plus des certifications, etc. Viser l'excellence et avoir un contrat de performance énergétique sur 2 ans, ce qui explique ce que Solène vient de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, on met du commissionnement quand il y a des forts enjeux. Manaslu est intervenu aux côtés de Bouygues Immobilier à partir de la phase pro, c'est-à-dire qu'il y a eu un concours sur la phase APD,
Et nous, dans le commissionnement, on déteste dire des bêtises, donc on essaye de tout valider par des calculs et simulations. On développe nous-mêmes nos outils de simulation énergétique dynamique. On arrive à peu près à pas trop se tromper. Et ensuite, grâce à ces outils de simulation, on met en place les mesures de prévention du risque, que ce soit du contrôle de conception, du contrôle de réalisation et du contrôle d'exploitation. Tout ça, ça se traduit par exemple un petit exemple. On a repris la conception de l'APD faite par la maîtrise d'œuvre. On s'est rendu compte qu'on n'était pas à 20 kWh/m² sur l'électricité, mais on était à 40. Donc après, on a fait des travaux d'optimisation pour arriver au 20, pour satisfaire la demande du client, ce qui nous a permis de travailler avec Bouygues en toute confiance avec Schneider Electric. Et ensuite, la procédure, c'est très simple, c'est des chiens de garde. Donc de mots, il y a chien, c'est-à-dire que de temps en temps, on n'a pas la muselière, donc on n'est pas toujours gentil avec tout le monde, mais on travaille quand même en équipe, c'est-à-dire qu'on doit tout tracer. Les études de conception, les études d'exé, tous les travaux. L'étanchéité à l'air, la qualité d'enveloppe, c'était un travail phénoménal, avec un bâtiment qui est au niveau passif. Donc sur l'ensemble, un test global. Vous avez une classe C sur l'exhaustivité des réseaux aéroliques, et pas simplement sur le petit tronçon qui va bien, qui permet d'atteindre la cible. Vous avez des équipements CVC qui ont été contrôlés avec des OPR dynamiques de A à Z, et également donc une validation de la base de données complète des mesures pour le monitoring, pour ne pas se baser sur une évaluation faussée par des valeurs fausses de data. Donc si on veut faire de la qualité bâtiment, il faut faire de la qualité de data également, donc c'est également notre métier. Donc il ne faut pas oublier, c'est que quand on fait du numérique, il faut de la qualité. Tout ça, on arrive en livraison 2021-2022, et là on met en place du commissionnement automatisé. On ne peut pas passer sa vie derrière des écrans à regarder des camemberts et à faire des analyses sous Excel. Donc on a des milliards de données, donc environ 2 milliards de données par an, qui sont analysées en automatique toutes les semaines. Il y a environ trentaine de rapports qui arrivent sur le bureau de l'exploitant, qui est Cofeli, chez Schneider Electric, et ils ont les rapports d'analyse de fonctionnement de la moindre vanne, du moindre panneau, de la moindre pompe, de toutes les conditions de confort, toutes les zones, PMV, PPD, confort adaptatif, etc. Et tout ça, c'est fait en automatisé. Et nous, on n'a même pas besoin de bouger du bureau, on fait juste des réunions toutes les 2 semaines. Tout ça, ça nous permet d'avoir un bâtiment qui a été vérifié, certifié à la simulation comme étant conforme à la cible des 20 kWh/m². C'est un énorme travail, c'est gigantesque. Il faut juste dire que c'est un exemple, on va dire peut-être que c'est le cas le plus extrême. En revanche, on peut décliner ça sur d'autres opérations avec des ambitions beaucoup plus faibles. Mais de toute manière, la démarche est la même, c'est une démarche qualité. Et à ce jour, en fait, une démarche qualité, pour le bâtiment, elle n'est pas standardisée, et en plus, elle doit s'adapter aux ambitions énergétiques, environnementales, architecturales et économiques du projet, mais également à ses spécificités environnementales. Est-ce qu'on a du gaz, est-ce qu'on a la pompe à chaleur, etc., qui va être dedans, est-ce qu'on va faire varier les usages. Donc, standardiser la démarche, c'est quelque chose, mais il n'y a pas de recette et il n'y a pas de coup de baguette magique. Le commissionneur, c'est pas parce qu'il arrive sur un projet que c'est Harry Potter et que ça va marcher avec son sort magique. C'est pas comme ça que ça marche. Obligatoirement, on est obligé d'adapter la démarche, d'adapter les outils en fonction de l'environnement, des ambitions, des moyens. Donc, on peut l'adapter à des opérations beaucoup plus modestes, mais dans ce cas-là, il faut bien être sûr, c'est que la maîtrise d'ouvrage a bien compris que l'enjeu, c'était la qualité. Donc, dans ces arbitrages, il faut qu'ils soient engagés sur la qualité. Il faut qu'ils mettent les moyens. Comme l'a dit Solène tout à l'heure, ben oui, on va avoir de la donnée de mesure. C'est-à-dire qu'il faut se payer des compteurs d'énergie. Il faut avoir les outils pour analyser ensuite. Donc, ce n'est pas simplement un investissement, une mission. C'est également un engagement sur le long terme. Et puis, un autre point qu'on a partagé avec Solène, c'est qu'il y a quand même un gros risque, c'est de mélanger les genres. Et nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir un commissionneur qui est autonome et qui est en assistance à maîtrise d'ouvrage pour avoir une objectivité la plus totale possible et ne pas être dépendant d'un mandataire. Donc ça, c'est notre vision. Solène m'a partagé aussi des retours d'expérience sur ce point-là. Donc, puisqu'on est un pilote qualité, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez chez Renault, si vous voulez de la qualité véhicule, enfin à l'époque où j'étais chez Renault dans les années 90, il y avait le PDG, il y avait Schweitzer, et son bras droit, c'était le directeur de la qualité. Et c'était lui qui parlait à l'oreille de Schweitzer, et ce n'était pas les gens de la technique ou les gens de la prévente, etc. C'était la qualité. Et ça, c'est important, c'est vraiment le maître mot pour réussir un projet. Je te laisse la parole. Slide. En guise de conclusion, je pense que vous l'avez bien compris. Pour nous, le commissionnement, c'est certes un coût réel, hein, puisqu'il y a des gens derrière ça, et c'est surtout assurément une valeur ajoutée. Le boulevard qui s'offre devant nous, c'est que c'est un métier qui est vraiment en évolution, pour lequel notre réseau
de technicien a vraiment besoin de compétences. Donc évidemment, nous sommes à la recherche, globalement, le métier est à la recherche d'experts, mais des experts hyper précis, mais surtout aussi qui ont une vision globale bâtiment, parce que c'est pas uniquement sur la chaudière ou sur l'exploitation du réseau de clim, c'est aussi avoir une vision globale sur le fonctionnement général d'un bâtiment. On vient aussi constater l'étanchéité du bâtiment, comme vous l'a présenté David, donc c'est vraiment une expertise précise, mais également globale. Les certifications, elles sont de plus en plus axées sur ce genre de démarche, mais comme je vous le disais, il y a besoin d'une structuration. Donc tous nos métiers ont un boulevard devant eux pour pouvoir ajuster toutes nos missions. Et enfin, la ICVF, elle, depuis plusieurs années quand même, a déjà créé un guide sur le commissionnement. On se sent un petit peu seul, mais heureusement, nous sommes aujourd'hui aidés avec l'AQC et le programme Profil, qui va permettre de démocratiser un petit peu des outils, démocratiser une méthode. Alors, je vous invite vraiment à regarder la plateforme Profil, surtout l'an prochain, parce qu'on est en train de finaliser des outils qui seront gratuits pour le métier, pour pouvoir un petit peu démocratiser vraiment la mission du commissionnement. Voilà les messages que nous voulions faire passer. Merci. C'est vrai que c'est un vaste chantier. Alors, on n'a plus beaucoup de temps pour ne pas prendre trop de retard, mais j'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Donc, nous allons prendre quand même 2 questions. Comme toujours, je le répète, de vous présenter et une question courte. Monsieur, on vous apporte un micro. Bonjour, Romain Maire, je suis consultant climat chez EcoDev. Moi, j'avais une question qui concerne la différence entre les consommations théoriques et les consommations réelles. On parle beaucoup de RE 2020, de RT 2012 et les réglementations qui vont venir. Aujourd'hui, quel est l'ordre de grandeur entre les consommations théoriques qu'on a sur papier et qu'on prend souvent pour acquises et les consommations réelles? Et la deuxième question, c'est en exploitation réelle, quel était le bilan à la fin sur une année pour le projet de Grenoble? Le plus facile, c'est la réalité. Donc, on était aux alentours de 22 kWh en mesuré sur les postes suivant le protocole donné, IPMVPD, etc., remis aux conditions d'usage et au climat du protocole, on arrive à 19,8. Donc on est dans la maille du concours. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que c'est 20, mais c'est aussi plus 17, voire plus 20 pour les usages particuliers et tout ce qui est infra. C'est-à-dire qu'en fait, plus on travaille sur les postes réglementaires, entre guillemets, bâtimentaires, mais en fait, plus le reste prend de l'importance. Et ça, on se rend compte que la sobriété, c'est pas que le bâtiment, c'est aussi après principalement le numérique. Après, je te laisse répondre pour le reste. Par rapport au réglementaire, je pense que ce sont 2 comparaisons tout à fait différentes. Et les simulations qui ont été faites, par exemple, par David, c'est pas de la RE, c'est pas de la RT, c'est de la SED. Donc, c'est de la simulation énergétique dynamique pour lesquelles les usages sont, d'une part, pas forcément les mêmes, et les scénarios d'occupation, les scénarios de fonctionnement non plus. Donc, je pense que c'est pas vraiment comparable, en fait, en soi. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'ordre de grandeur à prendre puisqu'on ne compare pas la même chose. Donc, par contre, entre SED, ce que tu as pu faire, et la réalité, surtout dans le cadre d'un contrat cadre type CPE, l'idée, c'est que ce soit au plus proche possible avec le taux de tolérance qui est acceptable et qui est accepté dans le contrat de performance énergétique. Ça, c'est l'idée. Mais c'est par rapport à une SED. Donc, l'objectif, c'est d'être le plus réel dans la SED, et dans les RT, ça ne sert à rien, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est juste de se conformer à la loi et pas d'évaluer des futures consommations. Donc je pense que là-dessus, je ne peux pas vous donner de réponse parce que ce n'est pas les mêmes bases de départ. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on enchaîne avec la présentation suivante? C'est parfait. Non, pas de questions. Merci beaucoup de votre attention. Et n'hésitez pas à nous... Merci à tous les deux. Et n'hésitez pas à nous tenir au courant de la sortie de votre livrable avec l'agence Qualité Construction qui intéressera beaucoup de monde, je pense. On va passer maintenant